une des priorités de toute prise en charge, la sécurité. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast du Quart d'heure Labo, le podcast hebdomadaire qui partage des techniques d'évaluation et d'entraînement à travers les neurosciences. Pour reprendre le titre de cet épisode, toute prise en charge dans le domaine de la rééducation, dans le domaine sportif, de la performance ou même dans le bien-être, il y a une notion clé à bien maîtriser et surtout à mettre en application, la sécurité. Nous allons bien évidemment définir ce qu'est la sécurité, mais nous allons également vous donner différentes pistes de réflexion pour mettre cela en application. Pour remettre en contexte, nous sommes tous professionnels du sport, du mouvement et de la performance, ce qui veut dire qu'on a affaire à des clients, des patients qui ont des problématiques de l'ordre moteur, que ce soit des restrictions au niveau de la mobilité, une personne qui revient de blessure, une personne qui est blessée, des personnes qui ont des douleurs aiguës, chroniques, des personnes qui manquent d'équilibre, etc. Ce qui veut dire que notre job, en tant que professionnel, est simplement de répondre à l'objectif de la personne. Et pour ça, nous avons une multitude d'outils et de techniques que nous pouvons utiliser pour répondre à leur objectif. Ce qui nous a amené sur cette réflexion autour des neurosciences de chez Labo, c'est simplement on connaissait énormément d'outils qu'on pouvait tester avec nos clients, nos patients, et on se rendait compte que certes, des fois, ça marchait, mais des fois, ça ne marchait pas. Des fois, ça marchait sur un tel, mais pas sur un tel. Et ça nous a amené à nous questionner un petit peu sur les différents outils, mais également et surtout sur leur mise en application par rapport à une situation et par rapport à les différentes personnes. Et si on en revient donc à l'essence même de notre métier, à savoir professionnel du sport et du mouvement, on n'a pas d'autre choix de s'intéresser à comment est créé le mouvement. Et on regarde la littérature de manière très simpliste, pardon, on se rend compte que le cerveau permet de contrôler et contracter les muscles, et donc c'est le cerveau qui permet de créer le mouvement. Alors la grande question, qui s'intéresse réellement au cerveau et donc au système nerveux? On pourrait donc penser que s'il y a des erreurs dans le mouvement en tant que tel, en fait, c'est peut-être juste le cerveau qui essaie de faire au maximum il fait son possible pour quand même pouvoir créer le mouvement, peu importe s'il y a des adaptations, des compensations ou si ça crée des douleurs autre part. Lui, on lui a demandé de faire du mouvement, ben, il fait son mouvement. Et ce qui nous emmène à la grande question aujourd'hui, comment on crée le mouvement? Et toute prise en charge doit être dans un contexte de sécurité. On va définir ces concepts-là. On sait que le cerveau, il est très important pour créer le mouvement. Donc, intéressons-nous au cerveau et au système nerveux. Le job numéro un du cerveau, c'est de survivre. C'est pas de créer un mouvement le plus efficace, le plus fort possible. C'est survivre. Pour ça, je vais prendre un exemple très simple. Vous allez dans la savane. Il y a un lion qui approche. Déjà, vos yeux vont voir le lion. Notre cerveau, plus particulièrement les zones sous-corticales, vont interpréter l'information par rapport à ça. Et il va dire, est-ce que ce lion, il est menaçant ou il n'est pas menaçant? C'est-à-dire que s'il a un petit peu de bave qui commence à sortir de la bouche, on se dit, oh, il n'est pas tout à fait content de nous voir là. Ou alors, on risque de faire un beau 4 heures. À l'inverse, peut-être s'il est joyeux, un petit sourire, je sais pas s'il peut faire, c'est comme dans le Roi Lion, mais s'il fait un petit sourire, on se dira, ah, il n'est pas très menaçant. Ou alors c'est un piège. Mais ce que je veux dire par là, c'est que notre cerveau va surtout interpréter une situation. Il va l'interpréter de deux manières. Est-ce que c'est sécuritaire? Oui ou non. Si ce n'est pas sécuritaire pour lui, on est davantage en mode survie. Le mode survie, c'est quoi? Ce sont trois réflexes, trois aspects physiologiques qui sont basés pour notre survie. Pour faire très simple, on va soit se paralyser, on appelle ça le freeze, on va se battre, on appelle ça le flight, ou alors on va courir, on va s'échapper, on appelle ça le flight. Donc, oui, trois réponses, freeze, fight, flight. On va soit se paralyser, soit on va essayer de combattre, soit on va fuir. Trois mécanismes qui sont basés uniquement sur la survie, qui sont totalement involontaires, incontrôlables, sous-corticales, uniquement basés pour notre propre intégrité, notre propre survie. Ce réflexe sont innés, sont faits pour survivre et sont là pour notre propre intégrité. De l'autre côté, en sécurité, on pourra chercher de la performance. On parlera d'un continuum, on parlera d'un curseur, on parlera d'une balance, comme on l'explique chez Labo, la balance des menaces, où on aura d'un côté la survie, avec les mécanismes que j'ai expliqués, et d'un côté la sécurité qui va pouvoir chercher de la performance. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que d'un côté, on aura la survie, et de l'autre côté, de la performance, qui passe donc par la sécurité. On a des réflexes basés sur la survie, mais on n'a pas de réflexes basés sur la sécurité. C'est-à-dire que si demain on a un panier de basket, notre premier réflexe ne sera pas de faire un dunk. Si on a une balle de foot, notre premier réflexe n'est pas de faire un gros shoot pour essayer de marquer une lucarne. On n'aura pas une petite balle de golf ou une petite balle tout court, notre premier réflexe ne sera pas de faire un putt. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il existe des réflexes
pour notre survie, mais il n'existe pas de réflexe pour de la sécurité. En revanche, au plus on s'éloigne de la survie, au plus on se positionne dans la sécurité, et dans la sécurité, on va pouvoir chercher de la performance. La performance, pour définir ce terme, on ne parle pas que de performance physique. Performance physique, c'est quoi? Soulever une barre, courir vite, courir longtemps, etc., être bien coordonné. On parlera essentiellement donc de performance physique, mais également de performance dite motrice, c'est-à-dire pouvoir bouger sans compensation, sans douleur, pouvoir également euh, bouger librement. Par exemple, on parlera également de performance endocrinienne, où on sera bien, nos hormones sont de manière équitable et ordonnée. On parlera de santé immunitaire. On parlera également de bonne digestion. On parlera de bonne cognition, bonne capacité de focus, de concentration, etc. Ça ne peut que se passer dans un mode sécurité. Donc, si des fois vous avez un doute par rapport à telle ou telle réponse, dites-vous, il y a un lion qui veut vous manger. Quelle est votre réaction? Est-ce que ma priorité, lorsqu'un lion veut m'attaquer, c'est de me reproduire? Non. OK. Problème au niveau des appareils reproducteurs. S'il y a un lion qui essaie de venir m'attaquer pour me manger, est-ce que mon job numéro un, c'est d'être concentré à lire un livre? Non. OK. Perte de focus, perte d'attention. S'il y a un lion qui essaye de venir me manger, est-ce que c'est important pour moi de soulever une barre qui est totalement symétrique avec un bon recrutement au niveau des pecs, des deltoïdes, des triceps, etc.? Non. On va soulever la barre comme on peut. Donc, utiliser cette image de lion vous permet de comprendre dans quel mode vous êtes. Est-ce que vous êtes en survie ou est-ce que vous êtes en sécurité? Et ce qui est très important par rapport à ce mode sécurité, la performance dans la rééducation, dans la performance physique, pouvoir bouger sans douleur, sans contrainte, ne passe que par ce mode de sécurité. Chez Labo, on a donc mis en place une balance des menaces pour expliquer comment ce phénomène se matérialise. On a utilisé l'exemple avec le lion, avec le freeze, fight, flight, mais dans la vie de tous les jours, quelles sont les réponses liées à ce mode survie? On aura des restrictions au niveau de la mobilité, on aura des tensions musculaires, on aura des douleurs, notamment chroniques, on aura des problèmes au niveau reproducteur, comme je l'ai dit avant, au niveau digestif, au niveau du sommeil, au niveau de la concentration, au niveau de l'équilibre, etc. À l'inverse, on aura la sécurité dans l'autre curseur. Et en fait, comme je viens de le dire, c'est un curseur. Le but, à travers la reprogrammation neuroposturale, est simplement de déplacer le curseur du mode survie dans lequel nous nous situons pour aller vers le mode sécurité, de sorte à ce qu'on puisse exploiter pleinement le plein potentiel de toutes les techniques de rééducation et de performance pour répondre à l'objectif de la personne. On a donc différentes techniques, différents outils autour de la reprogrammation neuroposturale, mais également autour de ce que vous connaissez. Méthode de Kabat, 5x5, induction de fatigue, etc. Peu importe quoi. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'un doit suppléer l'autre. Et toutes les techniques que nous utilisons habituellement avec nos clients et nos patients ne se font que sur un socle stable et sécuritaire. Voici pourquoi il est indispensable de toute prise en charge de mettre le système en mode sécurité avant de pouvoir chercher de la performance. Revenons maintenant sur quelques outils que nous pouvons utiliser pour mettre le système en mode sécurité et donc tirer le plein potentiel de votre prise en charge que vous faites habituellement. Lorsqu'on regarde de manière beaucoup plus précise par rapport à la balance de menaces, on se rend compte qu'il y a différents acteurs qui nous permettent justement d'interpréter si ce fameux lion, il est dangereux ou il ne l'est pas. D'une part, il y a les entrées sensorielles. On parlera de différents récepteurs comme les yeux. Si un lion, les yeux vont devoir voir le lion. Ça devient plus compliqué. Il y a également l'audition. Est-ce que j'entends le lion qui commence à approcher, etc., etc. C'est-à-dire qu'il y a, dans un premier temps, les entrées sensorielles, les différentes informations qui entrent dans notre corps, qui vont arriver jusqu'au cerveau, qui doivent être de bonne qualité et en quantité suffisante. Pour ça, il va falloir, dans un premier temps, regarder l'ensemble des récepteurs sensoriels s'ils sont bien calibrés. Dans un premier temps, contentez-vous des informations visuelles, vestibulaires, proprioceptives. Ce sont les trois grands GPS qui nous permettent de coder notre environnement pour savoir s'il y a quelque chose qui est sécuritaire ou dangereux pour notre système. Ensuite, dans un second temps, on parlera d'interprétation. Pour ça, on va s'intéresser aux structures sous-corticales et plus particulièrement au niveau du tronc cérébral. Pour ça, je vous donne un indice très simple.
Intéressez-vous à la création de la motricité. Comment notre système nerveux a permis à la base de créer le mouvement qu'on souhaite aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on parlera de mouvement volontaire. Par contre, le mouvement volontaire ne s'est créé et ne s'est bâti que sur une base à la base involontaire, c'est-à-dire à travers les réflexes primitifs ou les réflexes archaïques qui ont permis au fur et à mesure de créer notre motricité, de connecter les muscles, de les cartographier dans notre cerveau pour pouvoir les utiliser aujourd'hui de manière totalement volontaire. Donc les deux pistes de réflexion que je vous donne aujourd'hui pour pouvoir mettre le système en mode sécurité, c'est de s'assurer d'une bonne qualité des informations sensorielles qui entrent dans le système, ainsi qu'une bonne motricité, c'est-à-dire qu'une bonne motricité à travers l'intégration des réflexes archaïques qui ont permis aux muscles d'être connectés à notre cerveau pour pouvoir les utiliser de manière volontaire aujourd'hui dans un contexte de sécurité pour plus tard de la performance. C'est tout pour moi aujourd'hui. Si vous avez des questions par rapport à ce concept de sécurité, de survie ou sur la balance de menaces, vous avez juste à nous écrire directement ou privé, en privé et on se rejoint plus tard pour le prochain épisode.